Et on continue à parler des résultats de la présidentielle en Algérie avec notre invité Brahim Mansour. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous êtes chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, consultant en géopolitique. Merci d'être avec nous pour répondre à nos questions. Nous allons parler ensemble des perspectives ouvertes ou non par cette présidentielle algérienne, mais je vous propose de revenir d'abord sur l'homme du jour, Abdelmajid Tebboune, 74 ans, élu nouveau président de la République. Son portrait signé May Valo. Parmi les 5 candidats à la présidentielle algérienne, Abdelmajid Tebboune était le seul à se présenter sans étiquette. Un indépendant pourtant très proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika et du régime. Dans les années 80, il est haut fonctionnaire et enchaîne les postes de préfet avant d'être brièvement nommé ministre délégué au tout début des années 90. Puis il disparaît pendant toute la guerre civile, avant d'être sorti du placard à l'aube du XXIe siècle par le tout nouveau président Bouteflika. Tebboune reste au gouvernement jusqu'en 2002 avant d'en être écarté à la suite d'un méga scandale de corruption. Il ne réapparaît que 10 ans plus tard comme ministre, puis fidèle parmi les fidèles, il est nommé chef du gouvernement en 2017. La consécration est brève, Tebboune est limogé moins de 3 mois plus tard, un record pour s'en être pris aux oligarques gravitant dans l'entourage du président, affaibli par un AVC. Une humiliation sur fond de lutte de clans devenu gage de son intégrité selon ce pur produit du sérail devenu candidat, dont l'un des fils se trouve en détention provisoire pour blanchiment d'argent après la saisie de 700 kilos de cocaïne dans un port algérien. À 74 ans, réputé proche du chef d'état-major Gaïd Salah, Tebboune doit désormais convaincre qu'il est l'homme de la situation dans un pays en crise et dont plus de la moitié de la population a moins de 30 ans. Monsieur Mansour, on vient de l'entendre dans ce reportage, Abdelmajid Tebboune est un ancien Premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika avant de tomber en disgrâce. Il s'est présenté comme candidat sans étiquette. Pourquoi ne pas imaginer qu'il pourrait être l'homme qui renversera le système dont il a fait partie à un moment donné pourtant ? La question qui se pose aujourd'hui, on fait face, cette élection arrive dans un contexte particulier avec le mouvement de protestation qui dure maintenant plus de 9 mois et qui conteste d'abord ces élections. Aujourd'hui, l'élection d'Abdelmajid Tebboune aura des difficultés à convaincre la population d'abord pour son rejet de cette élection qui revendique un changement radical, je dirais avec le départ des symboles du pouvoir Bouteflika, du système comme ils le disent, mais aujourd'hui l'élection de Tebboune représente ou symbolise pour ces manifestants qui continuent à sortir dans la rue comme on le voit aujourd'hui, comme une continuité de ce même système et surtout du clan, ce qu'ils disent comme le clan de Bouteflika. Rappelons-le, Tebboune était plusieurs fois préfet, plusieurs fois ministre et encore ministre et Premier ministre sous Bouteflika. Alors on a beaucoup entendu sur place, et ce qui nous remonte en tout cas, beaucoup d'Algériens ont dit que bon, son élection ne nous étonne pas finalement, cet homme avait été placé par le régime pour être élu. Pourquoi est-ce que plus que les autres candidats, puisqu'il n'était pas le seul à faire partie du système, ils faisaient tous partie du système, pourquoi est-ce que lui, plus qu'un autre, pouvait apparaître comme le candidat du pouvoir ? Il faut comprendre, le pouvoir était en crise depuis, bien sûr, la chute de Bouteflika. Cette élection, d'abord, est vue comme une sortie de la crise, je dirais, du pouvoir. Donc, l'état-major, en l'occurrence, qui se sont trop exposés depuis la chute de Bouteflika, donc des prises de décision directement, ouvertement prises par le chef de l'état-major, Gaïd Salah. Aujourd'hui, cette élection permet d'abord à l'état-major de prendre du retrait du devant de la scène et en ayant un pouvoir politique en face, un pouvoir politique avec lequel il pourrait gérer le pays. C'est sa proximité avec le général Gaïd Salah qui en fait un objet de rejet aujourd'hui. Oui, mais pas seulement. Donc c'est l'état-major, c'est une décision, je dirais, collective et non pas une décision qui revient au chef de l'état-major seul. Bon, peut-être sur la suite des événements, normalement là, il y a un président qui est élu. Logiquement, les autorités en place doivent quitter le pouvoir. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Quelle
Quel va être l'agenda maintenant politique? Oui, bien sûr, c'est des grands chantiers qui attendent ce nouveau président, contesté ou pas. Donc il est en place. Ce qui reste à voir, c'est quelle orientation, quelles seront les futures décisions à prendre. Bien sûr, sur le plan politique, comme il vient de l'annoncer, des réformes constitutionnelles. Mais va-t-il convaincre la population? Va-t-il pouvoir aller jusqu'au bout? Et ensuite, des mesures concrètes sur le plan social, économique qui attendent le pays. Dans un climat de contestation, ça va être très difficile pour lui de justifier certaines mesures économiques, une politique drastique qu'il faudra décider dans les prochains mois. Concrètement, pour ce qui est de la passation de pouvoir, ça devrait se passer quand, comment, à quel rythme? Progressivement, quand il y a une situation un peu exceptionnelle, on a vu un gouvernement intérimaire une gouvernance intérimaire prolongée, au-delà même du délai constitutionnel. Mais ça va être très rapide parce que la situation, j'imagine, nécessite une transition rapide, ce que déjà l'état-major souhaite. Bon, en tout cas, ce scrutin, c'est aussi évidemment l'occasion de revenir sur ces 30 dernières années politiques en Algérie, depuis l'effondrement du FLN en tant que parti unique en 1988, jusqu'au début du Irak, le soulèvement populaire contre le régime Bouteflika. C'était il y a 43 semaines exactement. Alors, est-ce qu'on peut parler d'illusion démocratique? Retour sur ces 30 années d'histoire avec Antoine Delpierre. 1er mars 2019, Alger. Depuis plusieurs semaines, la marée humaine grossit chaque jour un peu plus. La candidature d'Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat a déclenché un mouvement sans précédent dans le pays, le Irak. Les journaux titrent alors « Les Algériens ont brisé le mur de la peur ». On a tout vécu, les événements de 88, la décennie noire, et puis encore 20 ans de celui-là, qui veut encore rester au pouvoir. Maintenant ça suffit, on veut le changement, ça se passe comme ça depuis 62. Le peuple s'est réveillé, on n'est pas des illettrés. En 30 ans, l'illusion démocratique n'a pas effacé la mémoire du peuple algérien. À la fin des années 80, l'Algérie est en crise. La baisse des cours du baril de brut assèche la rente pétrolière, dans un pays qui a vu sa démographie quasiment doubler depuis l'indépendance. Pénuries et flambées des prix alimentent la contestation populaire. En octobre 1988, de violentes émeutes éclatent. Le FLN, le parti unique au pouvoir depuis 26 ans, charge l'armée de rétablir l'ordre. Bilan, plus de 500 morts et des milliers d'arrestations. Face à la pression populaire, le président de l'époque, Chadli Benjedid, décide d'engager en 1989 une réforme constitutionnelle. Fin du parti unique et liberté d'expression. Mais la démocratisation, balbutiante, sera de courte durée. En 1991, les résultats du premier tour des législatives annoncent une victoire écrasante du Front islamique du salut. L'armée suspend le scrutin, prend le pouvoir et décrète à nouveau l'état de siège. C'est l'étincelle qui déclenche la guerre civile. La décennie noire et ses 150 000 morts. En avril 1999, dans un pays traumatisé, le nouveau président massivement élu représente l'espoir de l'Algérie. Et peu importe, si Abdelaziz Bouteflika était le seul candidat, il doit ramener la paix. Son idée, l'amnistie. Le peuple algérien approuve sa proposition par référendum avec plus de 98% des suffrages. Bouteflika, le démocrate, l'homme de paix. En 2001, la Kabylie n'y croit déjà plus. Bouteflika voulait s'affranchir des généraux, des services, des élections truquées, de l'opacité. Il enchaîne pourtant les scores dictatoriaux, les soupçons de fraude et les mandats. Le 5e sera celui de trop. Son retrait le 2 avril dernier dépossède les caciques de l'ombre d'un visage politique. Le mécontentement se concentre alors sur le général Gaïd Salah. L'armée, encore elle, qui a tenté de maintenir l'illusion démocratique ce 12 décembre.
Brahim Mansour, l'armée, acteur politique majeur, toujours présent depuis 30 ans en Algérie, est-ce que vous pensez qu'elle peut continuer à jouer un rôle important dans le pays après cette élection ? Oui, bien sûr. D'abord, l'institution militaire et le socle représente la colonne vertébrale du pays. C'est le garant de la stabilité du pays. C'est d'ailleurs l'image que garde la majorité des Algériens. On le voit même scandé lors des manifestations. Mais en même temps, il y a des dirigeants militaires au sein de l'état-major qui maintiennent des liens avec la politique, qui veulent être décideurs, qui sont décideurs en termes politiques, donc qui dirigent directement ou indirectement, de façon à la fois officielle et officieuse, le pays. Donc tout cela risque de continuer, et surtout avec c'est d'abord ce qui a été souhaité avec l'actuel président. Donc le lien quasiment congénital entre l'armée et la classe politique risque de perdurer. Mais l'armée, les dirigeants militaires n'ont jamais gouverné, nous n'avons jamais décidé seuls. Ça a toujours été une composition, une coalition un peu complexe entre militaires en politique, avec d'autres relais, les syndicats, etc. Le FLN, le parti politique, les cadres du FLN ont toujours joué un rôle important. Selon vous, quel est le risque politique majeur aujourd'hui pour l'Algérie? Est-ce que c'est le retour des islamistes, dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on n'a pas beaucoup entendu parler d'ailleurs au cours de ce Irak, ou bien c'est le risque de violence politique, le risque de violence dans la rue, tout court? Oui, pour le moment, il y a peu de risques de dérapage majeur à la violence, pour une raison toute simple, c'est que à la fois on a la population qui reste très prudente, on sent la maturité politique, on connaît par l'expérience du pays, l'expérience liée au pays lui-même. On vient de rappeler les années 90, la Disney noire, mais aussi l'expérience des autres pays, les dérives qu'ont subi la Libye, la Syrie, suite aux révoltes dites du printemps arabe. Tout cela contribue à cette prudence aujourd'hui, cette conscience en quelque sorte des dérives, des conséquences. Mais en même temps, il y a une prudence au sein des dirigeants aussi, qui font tout pour éviter, même s'il y a de la répression, mais ils font tout pour éviter que la situation dégénère. Peut-être une dernière question, il nous reste peu de temps. Dans son discours, Abdelmajid Tebboune a évoqué un nouveau statut pour les femmes. Elles étaient très présentes dans ce Irak. Est-ce que, selon vous, elles peuvent être un élément moteur du changement dans les semaines ou dans les mois à venir ? Oui, les femmes ont toujours joué en Algérie un rôle très important depuis la guerre d'indépendance. On le voit aujourd'hui, elles sont très présentes. Elles ont subi beaucoup de répression, notamment pendant la Disney noire. Mais aujourd'hui aussi, il y a un conservatisme, malheureusement, qui continue à peser sur les femmes. C'est la moitié de la population algérienne, elle représente la moitié, 50% des Algériens. Et malheureusement, en termes d'emploi, ne représente que 18%. Donc il y a encore du chemin à faire, mais aussi en termes de représentativité politique. Tout cela va être, je crois, va être dessiné dans les prochains mois, les prochaines années. Les femmes ont marqué leur présence dans ce Hirak aujourd'hui. Pour elles, je crois, il y a une sorte de double, je dirais, ambition, à la fois pour un changement démocratique dans le pays, mais pour elles, en tant que femmes aussi, plus de place. Brahim Mansour, vous êtes donc chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, consultant en géopolitique. Merci.